танков. Значит, вы выезжаете в Припять. Алло. Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там 3-4 блок горит крыша. Ага, сейчас все. Высылайте. Да, едет. Ce quartier de Kiev, la capitale de l'Ukraine, est désormais surnommé la Petite Pripyat, en référence à la ville proche de la centrale de Tchernobyl, que tous ses habitants ont dû quitter il y a 10 ans. C'est le 26 avril 1986 que le cours de leur vie a basculé. Elena Politchouk se souvient avec précision de ce jour. C'était à Pripyat, le jour de mes 4 ans. On m'avait offert une poupée. Une poupée gigantesque, plus grande que moi. Elle me plaisait beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de jouer avec. En ce samedi de printemps, tout semblait normal à Pripyat, à 120 km au nord de Kiev. Ces scènes de la vie quotidienne ont été filmées par un amateur. J'avais acheté une botte d'oignons et il me fallait aussi un chou. Or, on pouvait acheter toutes sortes de légumes, sauf le chou qui était interdit de vente. On allait vers les vendeurs, on demandait du chou et ils nous répondaient « On en a, mais on n'a pas le droit de le vendre ». C'est ainsi que la rumeur commence à se répandre dans les rues animées. Les flashs sur le film sont dus au niveau élevé de radioactivité. Pourtant, la présence d'hommes vêtus de costumes très particuliers ne fait l'objet d'aucune explication. En arrivant à la maison, j'étais déjà inquiète. Il y avait énormément de miliciens dans les rues, les gens se rassemblaient et discutaient avec animation. Je suis rentrée et j'ai dit à mon mari qu'au marché, on racontait qu'un des réacteurs de la centrale avait explosé. Il m'a répondu « Mais non, c'est impossible ». J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les camions chargés du nettoyage. Ils ne lavaient pas les rues avec de l'eau comme d'habitude, mais avec un produit moussant. Mais il me semblait impossible qu'un réacteur ait explosé. Puisqu'il disait que ce n'était pas possible, j'ai donc préparé le petit déjeuner comme d'habitude, pendant qu'il allait se promener avec notre fille. Comme la quasi-totalité des habitants adultes de Pripyat, Yuri Andreev travaille alors à la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 4 km. Celle-ci est nettement visible depuis les environs de la ville où il est allé se promener avec sa fille. Quand nous sommes sortis de la ville, j'ai vu que la partie supérieure du réacteur avait disparu. Il ne restait qu'un mur du côté de la ville de Pripyat. Il n'y avait plus d'autres murs, ni de toit. Et une légère fumée flottait au-dessus. Il est revenu affolé au bout d'une demi-heure. Il a vite déshabillé la petite et m'a demandé de la doucher, de laver ses vêtements et de rester à la maison. Ce jour-là, Yuri Andreev décide de prendre le bus, comme à l'ordinaire, pour rejoindre la tranche 2 de la centrale. Ce que nous avons vu en arrivant était terrible. L'enceinte avait été détruite par l'explosion. Le circuit d'évacuation de la vapeur était cassé. Les tuyaux arrachés et tordus formaient une sorte de bouquet. Autrement dit, le cœur du réacteur était en contact avec l'atmosphère. Les premières images du réacteur endommagé ont été tournées par le KGB le matin même de l'accident. La catastrophe est manifeste et pourtant, la population de Pripyat va devoir attendre encore 24 heures avant d'être évacuée.
Внимание, внимание! Сердит аварии на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и... Les habitants reçoivent pour consigne d'emporter des bagages pour 2 jours. Ils ne rentreront jamais chez eux, et Pripyat va devenir une ville fantôme. Parmi tous les objets abandonnés se trouvait la poupée d'Elena Politchouk, désormais contaminée à tout jamais. Aujourd'hui, c'est le compteur Gégère qui nous donne sa version des faits. Autour des restes du réacteur numéro 4, plusieurs milliers de tonnes de déchets ont été évacués pour tenter de protéger l'environnement. Un sarcophage a été construit afin d'isoler le réacteur qui continue à fuir. C'est un véritable cimetière technologique. Ce tunnel mène au cœur du réacteur. Voici l'ancienne salle des commandes du réacteur numéro 4. Le 26 avril à 1h23, les techniciens travaillaient normalement. Pour la dernière fois. Ceux qui ont survécu n'oublieront jamais cette nuit-là. On a entendu un choc, ou plutôt on l'a senti. Un peu comme si on avait donné un coup dans ma chaise, comme on fait parfois pour plaisanter. Bref, un petit choc. À peu près 10 minutes plus tard, l'alarme s'est mise en route dans la salle centrale. Оперативную машину на выезд. Что там такое? Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой-ой-ой, давай. Это диспетчер Припяти сказала, ВПЧ-2. Я, значит, высылаю, высылаю. Потом кого? Полецкая, пусть все едут. Всех, подавай, Татьяна. Une demi-heure plus tard, les premières brigades de pompiers sont sur place. Je ne comprenais rien à la radioactivité. On nous avait appris à faire face à des tas de situations. Mais jamais il n'avait été envisagé qu'une centrale nucléaire puisse exploser. Comme j'étais de service, je suis parti sur les lieux de l'incendie avec 2 camions et 6 hommes. Nous sommes montés sur le toit de la salle des machines, qui se trouvait en face du réacteur numéro 4. Et une fois là-haut, j'ai pu voir que tout avait été détruit. Pendant ce temps, les techniciens essaient de comprendre ce qui s'est passé.
1 heure après l'explosion, personne ne savait encore ce qui était arrivé. Il n'y avait plus de lumière, l'électricité avait été coupée. Nous étions plongés dans le noir et nous avancions avec des lampes torches. Vers 3 heures, j'ai rencontré un agent de radioprotection. Il nous a dit que la radioactivité était si forte que les compteurs étaient bloqués. Les pompiers et les employés de la centrale mettent au point des moyens de fortune pour se protéger des radiations. À 5 heures, soit 3 heures après l'explosion, la plupart des foyers sont maîtrisés. Seul le graphite à l'intérieur du réacteur continue à brûler. Je suis remonté sur le toit de la salle des machines pour regarder. Il n'y avait plus de grandes flammes. Quand je suis redescendu, une ambulance est arrivée. Un de mes collègues ne se sentait pas bien. Puis une seconde ambulance est venue 10 minutes plus tard, car un autre collègue avait un malaise. Ça a continué comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Et j'ai fini par me retrouver tout seul. Viktor Brouchanov, le directeur de la centrale de Tchernobyl, arrive sur les lieux à 3 heures du matin. Les dirigeants, ingénieurs et responsables du parti se réunissent alors dans un abri spécial afin de discuter des tactiques à adopter. Personne ne veut croire au premier rapport de ceux qui ont vu les restes du réacteur. L'ingénieur en chef, qui n'a reçu aucune instruction pour gérer une catastrophe de cette ampleur, applique la procédure normale. On ne savait pas précisément ce qui était arrivé au réacteur. On a donc suivi les instructions courantes. Le plus dangereux était de laisser le réacteur sans eau. On était donc tous d'accord pour envoyer l'eau en priorité. Mais envoyer de l'eau dans un réacteur totalement détruit a pour seul effet l'émission d'une colonne de vapeur brûlante dans l'atmosphère. Les radiations mortelles sont désormais dispersées. L'eau qui ne s'est pas transformée en vapeur inonde le sous-sol. Et quand les techniciens des tranches 1, 2 et 3 qui fonctionnent encore reçoivent l'ordre d'arrêter leur réacteur, les courts-circuits provoquent une seconde catastrophe. Environ 150 alarmes sur les 450 que comptait ma section se sont allumées d'un coup. En quelques secondes, j'ai eu une telle quantité d'informations, une telle quantité de problèmes signalés, qu'il était impossible de réagir. En plus, juste à ce moment-là, la lumière s'est éteinte. Il ne restait que l'éclairage de secours, qui était beaucoup trop faible. Et cette panne de lumière, qui a duré quelques fractions de secondes, ou peut-être quelques secondes, je ne sais pas, a été lourde de conséquences. Forsmark, en Suède, le 28 avril au matin. Après détection d'un niveau élevé de radioactivité dans l'atmosphère, les procédures d'urgence sont déclenchées à la centrale nucléaire. Tous les employés sont évacués. Mais quelques heures plus tard, les scientifiques suédois découvrent que l'origine des radiations est beaucoup plus lointaine. Une étude des cartes météo montre que c'est un vent provenant d'Ukraine qui a transporté les particules radioactives jusqu'en Suède. Il n'est pas encore midi lorsque la Suède demande officiellement à Moscou de s'expliquer sur la radioactivité. Le Kremlin maintient qu'il n'est rien arrivé. Mais à 21 h, un bulletin d'information télévisé reconnaît enfin officiellement l'accident.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Vassili Nesterenko, qui dirige à l'époque l'Institut de l'énergie atomique de Biélorussie, décide d'aller en personne prendre la mesure de la catastrophe. Muni d'un compteur Geiger, il se rend au sud du réacteur, qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. J'ai pris ma voiture et mes appareils et je suis parti vers le sud. J'ai traversé Bobruisk, Mozir, et je suis arrivé à 50 km de la centrale, à Khoïniki, puis à Bragin, et enfin à Lanarol. Mes appareils qui indiquaient 3000 à Minsk ont grimpé à 15 ou 18 000 à Khoïniki, puis à 25 ou 30 000 à Bragin et à 20-25 000 à Lanarol. Quel que soit le standard utilisé, le niveau de radioactivité était tel que l'évacuation de la population s'imposait. Le professeur Nesterenko rentre ensuite à Minsk. Il sait que les gens qu'il a rencontrés lors de son périple ignorent tout de la catastrophe. Il tente de convaincre le ministre biélorusse de la Santé de la nécessité d'une évacuation à grande échelle. Le ministre de la Santé a alors téléphoné à Moscou à Leonid Andreevitch Ilin, le vice-président de l'Académie des sciences, et lui a dit « Les physiciens préconisent telle et telle mesure. Par exemple, distribuer de l'iode, ne pas emmener les enfants à la parade, laver les villes, contrôler la distribution alimentaire. » Celui-ci lui a demandé quel était le niveau de radioactivité. Et quand on lui a répondu 300 ou 400, il a dit que tout cela n'était pas nécessaire. Le ministre m'a dit alors « Pourquoi est-ce que tu sèmes la panique? Occupe-toi plutôt de Sosny. » C'était l'institut de recherche que je dirigeais. Le 1er mai est célébré à Minsk, comme chaque année, avec les fastes habituels. Personne ne soupçonne que la manifestation compte un membre invisible et redoutable. De l'iode radioactif qui contamine l'atmosphère. Sans un traitement préventif approprié, il s'accumule dans la thyroïde et provoque de graves maladies, parfois fatales. Tout le monde savait qu'en cas d'accident, il était indispensable de prendre des médicaments à base d'iode pour éviter les problèmes de thyroïde. Il y en avait un stock au centre médical de Pripyat, mais qui suffisait uniquement pour les employés de la centrale et les habitants de Pripyat. Or, il s'avérait que plusieurs millions de personnes étaient exposées aux radiations. Le 1er mai, le vent tourne au sud. C'est désormais à Kiev, capitale de l'Ukraine, que le niveau de radioactivité augmente brutalement. Sur place, les responsables du parti envisagent d'évacuer toute la ville. Mais comment évacuer 3 millions de personnes? Pendant ce temps, des ouvriers et des mineurs de toute l'Union soviétique sont envoyés comme volontaires à Tchernobyl. Quand ils arrivent dans la zone de la mort, 30 km autour de la centrale, ils sont protégés par des plaques de plomb. Pour éteindre le cœur du réacteur qui continue à brûler, des sacs contenant du plomb et du sable sont largués par hélicoptère. Au lieu d'être évacués, les habitants de la ville de Tchernobyl sont recrutés pour aider à combattre le sinistre. Le 29, le 30, le 1er et le 2, nous avons essayé d'éteindre le réacteur. On remplissait des sacs de sable et on les chargeait dans les hélicoptères. Il est aujourd'hui évident que ces mesures n'ont en rien empêché la fusion. On ne savait pas que c'était dangereux. On a travaillé comme ça, sans vêtements de protection.
alors qu'il aurait fallu. On était en manches courtes, il faisait chaud. Ce n'est que le 2 que le temps s'est rafraîchi. Il y a eu du vent, et alors on a mis des chemises et des pulls. 5 jours après la catastrophe, les habitants de Tchernobyl sont autorisés à quitter la zone de la mort. Mais tous les jours, ce qu'on appelle les liquidateurs sont amenés sur place. Le Kremlin veut que soient liquidées au plus vite les conséquences de la plus grande catastrophe de l'ère industrielle. Et aussi que les 3 autres tranches de la centrale soient remises en service rapidement. Un film amateur tourné par un soldat montre le peu de considération accordée à la protection de ceux qui sont alors sur le front. Quand l'accident a eu lieu, ils ont rassemblé des tas de gens, mais ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils ont répandu du sable et fait tout et n'importe quoi, y compris des largages par hélicoptère. Nous-mêmes, on ne savait pas quoi faire. On n'avait pas de manuel, rien. C'était un livre blanc qui s'écrivait avec notre sang. Vers la mi-mai, les scientifiques commencent à craindre une contamination de la nappe phréatique. 10 000 mineurs sont enrôlés dans l'armée et envoyés à Tchernobyl comme volontaires. Ils doivent creuser un tunnel sous la centrale. On tente d'empêcher la fusion en injectant de l'azote liquide à moins 100 degrés. Le 14 mai, Mikhaïl Gorbatchev évoque pour la première fois la catastrophe. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались. Selon les archives secrètes du Politburo, plus de 10 000 personnes ont été hospitalisées dans les 5 jours qui ont suivi la catastrophe. Aujourd'hui encore, M. Gorbatchev nie que l'affaire ait été étouffée. Il s'agissait de faire passer aux gens des examens. C'était un contrôle médical. Il ne s'agit donc pas du nombre de gens qui étaient effectivement malades. Et puis on a procédé à l'évacuation de toute la population dans un rayon de 30 km, si je me souviens bien. Après réflexion, nous avons décidé d'évacuer la zone et tout le monde a dû passer des examens médicaux. Donc oui, des centaines de milliers de gens ont subi des examens médicaux. En réalité, 260 000 personnes ont dû quitter leur domicile, pour être parfois relogées dans des zones hautement radioactives, de sorte qu'il a fallu alors à nouveau les évacuer. Et il y aura d'autres évacuations. En juin 1986, des milliers d'enfants sont regroupés et envoyés à des centaines de kilomètres dans des régions moins contaminées. Souvent, ils se retrouvent séparés de leurs parents qui parfois n'ont aucune idée de l'endroit où ils ont été expédiés. À ce moment-là, on ne savait pas jusqu'où les radiations seraient portées par le vent. Il y avait des retombées à Mogilev et à Gomel en Biélorussie. Nous avons été très étonnés quand elles ont atteint Briansk. Elles sont allées encore plus loin. On l'a su plus tard. Tout cela a eu de graves conséquences. C'est ce moment que choisit le Kremlin pour mettre en route sa machine de propagande.
Des journalistes sont envoyés sur place pour montrer que la vie suit son cours normal et tourner des images de paysages paisibles. Les faits réels sont classés secrets et mis hors d'atteinte pour les années à venir. Le 28 avril, le vent tourne à nouveau et un nuage de particules radioactives passe au-dessus de la Pologne et de l'Europe centrale. Le 3 mai, des mesures d'urgence sont prises à la frontière allemande. Quelques jours plus tard, les scientifiques occidentaux notent une grave contamination des légumes et du lait dans certaines régions. Ces produits sont retirés de la vente. Pendant ce temps, un autre nuage passe au-dessus de la Sibérie. Il semble alors qu'aucun point du globe ne va être épargné par les retombées radioactives. Le 30 avril, des particules radioactives sont détectées par des avions au Japon. Après Hiroshima et Nagasaki, ce pays est particulièrement sensible sur le sujet et il sait faire face concrètement aux conséquences des retombées. Tous les passagers arrivant au Japon en provenance d'Ukraine subissent un contrôle médical. À Tchernobyl, le travail des liquidateurs passe à une nouvelle phase en juin. Ils sont envoyés sans combinaison de protection appropriée retirer le graphite du cœur du réacteur qui a explosé. Il se relaie toutes les minutes, mais c'est beaucoup trop long. Puis on entreprend la construction d'un sarcophage. Une coque de béton géante est construite tout autour du cœur radioactif pour protéger l'environnement. En novembre de la même année, les travaux sont terminés. Quelques 600 000 liquidateurs ont pris part aux opérations de sauvetage. Aujourd'hui encore, on ignore combien sont morts des suites de cette intervention. Les chiffres varient entre 6 000 et 125 000 décès. En hommage à leur courage, un drapeau rouge a été hissé tout en haut de la cheminée. Et pourtant, malgré toutes les pertes humaines, les travaux effectués n'offrent aucune garantie pour le futur. Ces images exceptionnelles montrent l'intérieur du sarcophage baigné de lumière. On a découvert dans la coque, sur plus de 1000 mètres carrés, des trous qui ont été réparés à la va-vite. Selon les experts, les fondations ne sont pas stables et l'édifice pourrait s'effondrer d'ici quelques années. La première explosion a projeté en l'air le couvercle du réacteur pesant 1800 tonnes. Les scientifiques essaient encore de comprendre comment l'accident s'est exactement produit. La première cause, c'est une erreur de conception du réacteur. Il avait un coefficient de température de réactivité positif. C'est-à-dire que si sa température augmentait, sa puissance augmentait elle aussi, alors qu'il aurait dû s'éteindre, s'arrêter. D'autre part, les barres de contrôle étaient mal faites, en particulier les barres de sécurité. Elles se déplaçaient beaucoup trop lentement. Les rumeurs et les spéculations les plus diverses courent aujourd'hui encore sur les causes de l'accident.
Et pourtant, les éléments dont on dispose permettent de reconstituer la catastrophe minute après minute. Le 25 avril, le réacteur numéro 4 est arrêté pour une opération de routine et on demande aux techniciens d'en profiter pour procéder à des expériences. Il s'agit de déterminer si l'inertie des turbines suffit pour fournir de l'énergie à la centrale avant que le circuit de secours ne commence à envoyer de l'eau pour refroidir le réacteur. Arrive alors un coup de téléphone de Kiev. Il faut plus d'énergie pour la production industrielle et l'arrêt doit être différé de 9 heures. Le réacteur fonctionne donc dans des conditions instables et est interdit d'accès. Une alarme signale alors une augmentation dangereuse du niveau de réactivité à l'intérieur du réacteur. Les ingénieurs effectuent donc un arrêt d'urgence sans réaliser qu'une explosion va survenir dans les 5 secondes qui suivent. La demande pour effectuer cette expérience venait de Moscou. 3 ou 4 autres centrales avaient déjà refusé de la faire. Et notre directeur a été forcé d'accepter. C'était un ordre. Ou bien il refusait et il n'avait plus qu'à rendre sa carte du parti et démissionner, ou bien on faisait l'expérience. Pour avoir obéi, le directeur et l'ingénieur en chef se retrouvent au tribunal. Приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик. 29 июля 1987 года, город Чернобыль. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Союза СССР установила. Основными причинами, приведшими к аварии, Ils sont poursuivis pour violation des règles de sécurité dans un établissement travaillant avec des matières explosives. Viktor Brouhanov, le directeur, est condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, il nie avoir une quelconque responsabilité dans l'accident. Non, je ne me sentais pas coupable. Mais je savais parfaitement que le scénario avait été conçu en haut lieu et que c'était la raison de toute cette affaire. Дятлову Анатолию Степановичу сроком на 10 лет в исправительно-трудовой колонии общего режима. Рогочкину. La télévision ukrainienne est allée voir l'ingénieur Dyatlov en prison. Lui non plus n'éprouve aucun remords. Le réacteur n'était pas en état de fonctionner par la faute de l'Institut de l'énergie atomique et de Nikiet. Il y avait une telle quantité de points où les normes n'étaient pas respectées qu'il était inévitable qu'il explose. On allait droit à l'explosion. Anatoly Dyatlov faisait partie de ceux qui sont restés dans la tranche numéro 4 durant la nuit tragique. Il est mort des suites de l'irradiation qu'il a alors subie. La ville de Tchernobyl aujourd'hui, située à l'intérieur du périmètre des 30 km, c'est une ville morte. Pourtant, 7000 personnes y travaillent, par roulement, pour traiter les conséquences de la catastrophe. C'est le cas de Viktor Politchouk, le père de la petite Elena qui a perdu sa poupée à Pripyat. Nous transportons différents chargements, des briques, du métal, du béton armé, ou bien du matériel qui vient d'autres villes, comme Zaporozhye ou Kiev. Les camions qui roulent hors de la zone des 30 km sont considérés comme propres. Les différents véhicules et hélicoptères jugés trop contaminés ont été abandonnés et forment désormais un cimetière, une sorte de tribu technologique payée à la science moderne et à ses échecs. Personne parmi tous ceux qui travaillent à la liquidation des conséquences de la catastrophe n'a le droit de rester à l'intérieur de la zone interdite des 30 km. Et ceux qui ont vécu ici ne pourront jamais y revenir.
Mais la zone dangereuse est en réalité beaucoup plus étendue. Almani est un petit village qui se trouve à 220 km de Tchernobyl. Une seule averse au printemps 1986 a suffi pour ruiner à tout jamais la terre. Sur les 200 enfants qui vivent sur place, seuls 4 sont considérés en bonne santé. Dans une même famille, 3 frères souffrent d'ulcères à l'estomac dus à la nourriture contaminée. On n'a pas besoin de grand-chose, mais il faut quand même acheter aux enfants au moins un peu de nourriture propre, car ils sont vraiment affaiblis. L'aîné est très faible. Il a des problèmes d'estomac, de foie. Le deuxième, c'est encore pire. Il a le cœur atteint, le foie, l'estomac et les jambes. Il a été soigné à Minsk. Et le petit ne va pas trop bien non plus. Nos enfants sont très malades. Le type de sol très particulier de la région de Pripyat, essentiellement marécageux, fait que certains éléments radioactifs comme le strontium et le césium sont restés en surface. Et tout ce qui pousse dans les bois environnants est extrêmement contaminé. Ce panier contient 15 kilos de fruits. Là, ce sont des érelles. En principe, il faut un jour pour ramasser tout ça. Mais comme il n'y en a presque plus, il en faut maintenant 2 à 3. On va les vendre au marché. On ira assez loin pour les vendre plus cher. Comme ça, on pourra acheter du pain et des vêtements pour les enfants. Les particules radioactives qui se trouvent dans l'herbe contaminent le bétail. Le lait est un des produits les plus dangereux de la région. Mais les gens ont beau savoir qu'ils devraient éviter de consommer tout ce qui provient des environs, ils n'ont souvent pas le choix. Un simple feu de bois, de plus en plus fréquent ces 10 dernières années, dégage une quantité importante de radiation. Quand j'étais à l'hôpital, je pensais tout le temps à l'opération qu'on allait me faire. Je pleurais sans arrêt. Tatiana Oglachevitch a 14 ans et souffre d'un cancer de la thyroïde. Sa mère sait que son cancer est généralisé et qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai prié pour qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui puisse sauver ma fille. Les habitants d'Almani vivent essentiellement de l'agriculture. L'eau est gelée. Il fait tellement froid ici que c'est impossible de travailler. En général, les produits les plus contaminés sont le lait et le foin, et aussi les baies et les champignons. Pour faire des comparaisons, on peut regarder dans ce registre. La norme pour le lait est de 111 becquerels par litre. Ici, on en a 412, parfois même 700, voire plus de 1000. « 4 millions de personnes en Biélorussie et en Ukraine vivent dans des conditions similaires. Et leur production agricole est vendue partout.
En Biélorussie, 25% des produits agricoles proviennent de zones gravement contaminées. Alors, pour éviter des doses trop dangereuses dans la nourriture, les pouvoirs publics mélangent les produits contaminés avec ceux qui le sont moins. Ils affirment y être obligés à cause du manque de moyens financiers et de contrôle. Selon des institutions indépendantes, 15% de la nourriture est contaminée, bien au-delà des limites de sécurité. Нет, 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 деточка, каждая 30. Сколько вам надо? 31. 70% des radionucléides rejetés par le réacteur sont retombés en Biélorussie, c'est-à-dire 50 000 à 70 000 curies. C'est une quantité énorme qui contaminera la région pendant plusieurs dizaines d'années. Je n'attends aucune amélioration notable. On peut voir sur cette carte l'étendue de la contamination des sols. La zone de sécurité de 30 km autour de la centrale a été créée conformément aux recommandations internationales. Mais ce sont en fait plus de 60 000 km² qui ont été gravement contaminés. Autrement dit, les retombées ont été 40 fois supérieures à celles d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans la petite Pripyat, un quartier de la banlieue de Kiev, il est impossible d'ignorer les conséquences de Tchernobyl. Elena Polichuk a aujourd'hui 14 ans et elle est très malade. Je me souviens que j'avais souvent mal à la tête et au ventre. Elle était tout le temps malade. Ça a commencé par de violents maux de tête, puis des problèmes de thyroïde. Elle a arrêté de grandir. Elle était toute petite, avec des yeux exorbités. Les enfants malades sont désormais le lot quotidien des parents du quartier. La petite Yalekenko, elle aussi âgée de 14 ans, a une maladie du sang. Mais sa mère sait qu'il y a des cas bien pires. Un petit garçon qui vivait juste à côté a eu des problèmes cardiaques. Et il est mort il y a 2 ans. Et un autre de notre immeuble, qui était en terminale, est mort pendant les examens. Toute l'école est venue à son enterrement. Elena Polichuk, accompagnée par sa mère, va passer des examens médicaux. La fillette n'a pas une croissance normale et elle souffre d'hyperthyroïdie. Jusqu'ici, le professeur Komissarenko, un endocrinologue de Kiev, n'a détecté aucune trace de cancer, mais le risque est toujours présent. Depuis 1989, le nombre de cancers de la thyroïde est en nette augmentation. Dans notre seul hôpital, il y avait auparavant 7 cas par an. Puis on est passé à 12, puis à 20. Aujourd'hui, on atteint 50 ou 60 cas par an. Et cela uniquement à cause de Tchernobyl. À l'hôpital général de Minsk, les opérations de cancer de la thyroïde font désormais partie de la routine. Chez les enfants des régions les plus touchées par les radiations, la maladie est plus de 50 fois plus fréquente qu'avant l'explosion. Les retombées radioactives n'ont pas seulement des conséquences graves pour les humains, elles affectent également la flore et la faune. La zone de sécurité de 30 km autour du réacteur est devenue un laboratoire où sont étudiés les effets des radiations. Les chercheurs étudient les modifications génétiques provoquées par la radioactivité. Et ils ont tout le temps d'approfondir leurs travaux, car le niveau de contamination ne changera guère dans les 100 ans à venir.
Le bétail et autres animaux ayant muté à cause des radiations ont fini dans les laboratoires du monde entier. Les retombées ont aussi entraîné des malformations chez les plantes et chez les humains. Dans la zone contaminée, où le niveau de radiation est de plus d'1 curie au kilomètre, les mutations ont augmenté de 44%. Et quand on a 15 curies au kilomètre, on constate 79% de mutations. Si on élimine la part qu'on trouve dans les zones non contaminées, car c'est un processus induit par différents facteurs, pas seulement par la radioactivité, on voit que dans les régions contaminées, 5% de cette augmentation sont directement liées à la radioactivité. Un orphelinat à Gomel, capitale de la région la plus contaminée de Biélorussie. Cet enfant a une lésion cérébrale. Son centre moteur ne fonctionne pas, il est donc paralysé. Et il a un gros retard mental. Il a 11 mois. On a peur de tout. On a peur que nos futurs petits-enfants soient malades. On a peur des cancers. On a peur que ce qui reste dans la centrale explose à nouveau et qu'on y passe tous. J'ai du mal à en parler. À une centaine de kilomètres de Gomel, la centrale de Tchernobyl est toujours en fonctionnement. On manque d'énergie en Ukraine et d'argent pour s'approvisionner à l'étranger. La salle des commandes de la tranche numéro 3 ne se trouve qu'à 100 mètres du réacteur endommagé. La centrale est désormais entre les mains d'une nouvelle génération de techniciens qui se débrouillent du mieux qu'ils peuvent. Mais il n'y a guère eu d'amélioration technologique et le réacteur n'a toujours pas de dispositif de confinement sûr. Je suis arrivé en 1988, à l'époque où le personnel a été remplacé. Plus de la moitié des gens ont quitté la centrale. Ils ont été remplacés par des jeunes qui venaient de finir leurs études, comme moi par exemple. 90% des 5000 employés actuels de la centrale n'étaient pas là au moment de l'accident. Un manque de personnel qualifié que dénoncent les analystes. En octobre 1992, les techniciens ont stoppé les turbines de la tranche 2 pour un contrôle de routine. Mais au lieu de s'arrêter, les turbines se sont mises en marche et des câbles électriques ont pris feu. De grandes quantités d'hydrogène ont ainsi été libérées et une explosion a détruit une bonne partie du toit. Cette fois, l'équipe est parvenue à stopper le réacteur à temps pour éviter une catastrophe. Il y a eu de nombreux incidents. En général, il y a une baisse de puissance du réacteur. Il peut y avoir différentes causes. Un mauvais fonctionnement du matériel ou bien des erreurs de commande. Mais c'est ça la production. La petite Olia Losina a 2 ans et ses parents doivent faire face à ce qui est devenu une situation normale. Elle est atteinte d'une leucémie. Hiroshima et Nagasaki ont appris aux scientifiques qu'il y a une période de latence d'une dizaine d'années entre le moment où se produisent les retombées radioactives et celui où l'on constate une hausse significative des cas de leucémie.
La leçon se vérifie en Biélorussie et en Ukraine. Les médecins nous ont dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont proposé de faire une chimiothérapie. Mais ça n'a pas été possible car on n'a pas réussi à faire suffisamment baisser son taux de leucocytes. Alors j'ai décidé de la prendre à la maison. Olia est morte 2 semaines plus tard. Il y a une nette augmentation des cas de cancer de tout type chez les habitants des zones les plus touchées par la radioactivité. Le nombre de décès par an est 2,5 fois supérieur à ce qu'il était auparavant. La maladie et la mort sont devenues les compagnes au quotidien de toute une génération. Les volontaires qui ont participé au nettoyage après l'explosion le paient au prix fort. J'ai eu la jambe complètement brûlée, mais là il y a un bandage. Il y avait des tas d'ulcères dus aux radiations, après un contact avec de l'eau qui était passée dans le réacteur avec l'eau de refroidissement. Et toutes ces plaies n'arrivaient pas à cicatriser. Parmi tous les pompiers qui ont combattu le sinistre, seuls 6 ont survécu, dont les frères Kmil. Beaucoup de gens sont malades. Les doses étaient très fortes. En principe, on ne doit pas dépasser 15 ou 25 unités par personne. Là, on était à 70, 90, 120 ou 170. Je suis sûr que si mes amis sont morts, c'est à cause de la radioactivité. Il y a eu des tas de morts parmi nos collègues, nos amis, nos camarades de classe, et ça continue aujourd'hui. On le paye de nos vies. Цена — это жизнь человеческая. Так, желаем тебе всего хорошего, крепиться, раньше. L'équipe de nuit vient prendre la relève.